Voilà, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. On est vraiment très heureux de pouvoir aujourd'hui réactiver cette salle d'exposition. Je vous souhaite à tous la bienvenue et bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent en ligne sur Zoom. Bienvenue Maria Bruna Fabucci et Fosco Lucarelli, le curateur de l'exposition Database Network Interface, l'architecture de l'information que nous ouvrons ce soir à Archizoom. Maria Bruna et Fosco sont architectes, enseignants et concepteurs d'exposition. Ils sont actuellement basés à Paris, où ils ont fondé leur bureau d'architecture Cities et ils enseignent également. Ils sont professeurs associés à l'école d'architecture VT Paris-Est à Marne-la-Vallée et enseignent ou ont enseigné ici à l'EPFL. Fosco est actuellement collaborateur du laboratoire Texas. Et ils ont été commissaires invités à 2 reprises à la Triennale d'architecture de Lisbonne, en 2016 pour l'exposition Form of Form, et commissaire de leur exposition Inner Space à la dernière Triennale de Lisbonne en 2019, qui était dirigée par Éric Lapierre. Et ils ont aussi créé la plateforme et l'atlas visuel, comme ils l'appellent, SOX Studio. On en vient peut-être avec SOX Studio à cette exposition, à votre travail de recherche. Je vous invite vraiment à aller vous promener sur soxstudio.com. SOX est, comme il le décrit, alors je traduis en français. SOX est un voyage non linéaire à travers les territoires illimités de l'imagination humaine. Sur votre site, Non-Linear Journey Through Distant Territories of Human Imagination. Et donc, dans leur recherche, Fosco et Maria Bruna étudient la spatialisation des processus mentaux, donc la relation entre architecture et information, et l'évolution des espaces domestiques. Ce soir, ils nous proposent une exposition et un livre, édité par Cariati, qu'on vient de recevoir ce matin. Et donc, ce projet parle de la spatialisation de l'information. Aujourd'hui, l'information a presque entièrement investi le monde digital et on a donc tendance à penser qu'elle peut s'affranchir des questions d'espace. Mais ce projet nous rappelle, et je trouve que c'est très important, nous rappelle que l'espace a toujours un rôle à jouer dans le stockage et la diffusion ou l'accessibilité d'informations, mais aussi dans sa mise en réseau. Et donc l'espace participe toujours activement à la production de la connaissance. C'est ce dont vous allez nous parler tout à l'heure. Archizoom s'intéresse aux thématiques architecturales qui sont parfois négligées ou un peu oubliées, les thématiques marginales du domaine de l'architecture. Et je crois que c'est précisément une thématique centrale dans les questions architecturales, mais qui est quand même largement sous-évaluée et qui nous est ici proposée, c'est-à-dire comprendre la place du design architectural dans la communication et la création de connaissances. Et depuis 2 ans, donc, on a massivement migré en ligne, mais ce déplacement nous a peut-être un peu fait perdre nos repères non seulement sociaux, mais aussi spatiaux. Et puis, cette exposition et ce livre, je pense, arrivent vraiment à point nommé pour nous aider à mieux comprendre toutes les dimensions des espaces que nous habitons, mais aussi des outils de communication que nous utilisons. Donc, un grand merci de venir avec ce projet, cette rentrée d'automne. Et je veux aussi remercier toute l'équipe qui a participé avec grand enthousiasme à ce projet. Je cite en vrac Clémence Dubuis, Elena Cabi, Solène Hoffman, Béatrice Strabal, Sophie Wittlisbach, l'atelier Diakova, les étudiants qui ont participé au montage, ils étaient assez nombreux, mais en particulier Emma Larselet et Timothée Deschamps. Et puis, merci aussi à l'imprimerie du commun qui a sponsorisé les impressions et l'impression des textes et des images, et à l'atelier des maquettes, qui a fabriqué une partie des maquettes présentes dans l'exposition. Merci à tous et je vous souhaite
à tous une très très bonne soirée. Avant de passer la parole à Prosper et Arcona, j'aimerais signaler les conférences qui vont avoir lieu pendant cette exposition. Donc, le 25 octobre, il y aura une conférence de Lucia Taran à 6h30, également dans la salle d'exposition ici. Et le 8 novembre, Paula Schrunden, aussi à 6h30. 8 novembre à 6h30. Et Paula Schrunden est avec nous ce soir. Grand plaisir. Paula, là, voilà. Bienvenue, Paula. Et on se réjouit de vous retrouver le 9 novembre pour découvrir votre travail. Et on a aussi planifié 2 visites guidées de l'exposition avec Bosco Lucarelli, qui seront le 19 novembre à midi et le 15 novembre à 5h30. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Et tout d'abord, merci Cyril pour cette très belle présentation. Et ça va sans dire que nous sommes extrêmement heureux de pouvoir présenter cette exposition présentielle. Et du coup, ce soir, on va vous présenter plutôt que les contenus en détail de cette expo. On va plutôt toucher, disons, aux méthodes de l'exposition, aux motivations, aux questionnements que nous avons eu tout au long du processus de conception de ce travail, qui est avant tout un travail de recherche. Cette exposition, donc le Database Network Interface, l'architecture de l'information, explore le rôle historique de l'architecture dans l'organisation et la représentation de l'information et de la connaissance. Disons que cette expression a été conçue à partir de deux questions fondamentales qui nous ont guidés tout le long de cette exposition. D'un côté, il faut poser la question de quel est le rôle historique que l'architecture a joué et quel est le rôle qu'elle peut encore éventuellement jouer dans l'organisation et dans la communication du savoir et de la transmission de l'information. Parallèlement, notre questionnement suit un constat, c'est-à-dire le constat que nous passons, comme Cyril, de plus en plus de temps dans les espaces numériques, des contextes dans lesquels finalement l'espace n'est pas forcément très présent. Et donc tous ces mondes numériques, la plupart plutôt des surfaces bidimensionnelles qui correspondent aux écrans. Donc, la question que vous pouvez se poser, c'est quel pourrait être le rôle de l'architecture dans la conception, dans l'organisation de ces espaces, de ces mondes. Étant l'architecture capable d'organiser finalement l'espace d'une façon extrêmement logique et rationnelle. Évidemment, cette exposition, ce n'est qu'une partie, une dernière étape, une série de réflexions que nous avons menées, une série de recherches que nous avons menées depuis quelques années. Tout d'abord à partir d'un site web qui s'appelle Source, dans lequel nous avons pu écrire quelques centaines d'articles très illustrés par des images. C'est une image qui est toujours fondamentale dans notre travail. Nous investiguons depuis longtemps en fait, la capacité de l'image, son importance, son habilité à construire un discours. Et c'est cette question du territoire qui nous intéresse tout particulièrement dans les cycles de notre travail d'enseignant, mais aussi de notre travail professionnel, c'est-à-dire la question de la spatialisation des processus mentaux, la spatialisation de la production de l'imagination, de la mémoire, la spatialisation de la connaissance. C'est clair que ces travaux qu'on mène dans le Source, ça nous a aidé, effectivement, ça nous a guidé aussi dans notre travail de recherche, mais c'est aussi une forme de dialogue qu'on a vers les lecteurs qui, grâce à cet outil, peuvent aussi mener des parcours de recherche autonomes, individuels, à travers les différents articles, les différents sujets qui composent ces sites. C'est pour ça qu'en fait, comme Cyril l'a bien anticipé, on a, à un certain moment, s'est questionné sur la définition de ces travaux, qui finalement aboutit sur
cette image, cette notion de voyage. Un voyage qui n'est pas linéaire, qui n'est pas chronologique, n'est pas établi au préalable d'un point de vue éditorial, mais qui reste un voyage à travers des territoires. Pour la question de la spatialisation, des territoires de l'imagination humaine. Et si d'un côté, les sites, effectivement, c'est cette surface bidimensionnelle, cette question du voyage, on a voulu, au fur et à mesure, faire plus en contact, plus en relation, plus en cohérence avec les espaces. Tout d'abord, dans l'exposition qu'on a conçue, en tant que commissaire, aussi conçu en tant qu'architecte scénographe à Lisbonne, Inner Space, c'est-à-dire une exposition qui a investigué la relation entre les fonctions mentales, cognitives, comme celle de la conception, de l'imagination, mais aussi de la mémoire, de la mémorisation, et l'espace. Et évidemment, tout ça, c'était fait par le biais d'une série d'œuvres qu'on a à cette expo, mais aussi par le biais d'une série d'installations qu'on a même. D'abord, on a vu ce qu'on appelle Dengram, l'espace de la pensée, on va juste avoir, mais aussi un cabinet qui condense deux questions fondamentales de la culture architecturale et donc disciplinaire. Du coup, comme on a annoncé tout à l'heure, cette exposition que nous présentons ce soir, Database Interface Architecture of Information, est un autre étape de ce discours, de cette recherche sur la question de la spatialisation du processus humain. Nous nous sommes intéressés à l'imagination et aujourd'hui, on parle de la connaissance aussi, de comment on passe de l'information à la connaissance. Et nous avons décidé de structurer cette exposition et nous avons conduit notre recherche aussi avec une volonté de tester une opposition, de tester quelques paradoxes donc, qui sont relatives à des questions relatives à l'information. Déjà, quand on parle d'information, on parle souvent de dématérialisation. On imagine quelque chose qui n'est pas matière. Et justement, on a voulu travailler imaginons quelque chose qui puisse avoir une forme, ça qui puisse avoir un espace qui puisse correspondre à quelque chose de matériel comme l'architecture. La deuxième, on va dire, opposition sur laquelle nous avons travaillé, c'est l'idée qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la transmission de l'information, nous imaginons quelque chose qui travaille en rupture par rapport à comment l'information a été conçue jusqu'à maintenant. Et nous avons voulu, encore une fois, travailler imaginer plutôt une idée de permanence. C'est poser la question sur la culture numérique. Il n'y a pas de bases, et la pensée numérique, il n'y a pas de bases qui sont déjà présentes dans le passé, bien avant l'invention de l'ordinateur, bien avant l'invention de l'Internet. Imaginez que nous sommes plutôt dans une continuité, qui à chaque fois prend des formes différentes, des sens différents, et il y a toujours des modalités de construction d'une pensée logique qui s'y fait dans le temps et qui continue à exister jusqu'au jour. Et la troisième opposition, c'est un peu plus un jeu. Et comme vous savez tous, la culture numérique fait beaucoup d'utilisation du terme de l'architecture. Le plus commun, le plus répandu, c'est Windows. On est habitué à naviguer sur Internet et en général sur les sites à travers des fenêtres. Donc, la culture numérique a eu besoin de construire, de s'appuyer sur des métaphores de l'architecture, de raconter des concepts qui en début n'étaient pas forcément donc, on trouve que c'est une culture qui s'est appropriée beaucoup de l'architecture. On a voulu faire des jeux inverses. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on prend des termes qui sont propres de la culture de l'informatique et on les regarde à travers les yeux des architectes. Et on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut les utiliser et comment on peut vraiment s'en approprier. Je reste sur la deuxième partie donc, du titre de cette exposition. On sait peut-être tous qu'est-ce que c'est l'information, mais en réalité, on s'est rendu compte qu'encore une fois qu'on ne sait pas vraiment. C'est un terme qui est très variable, qui change de signification en fonction du contexte.
Et nous avons voulu faire référence à au fait que l'information soit quelque chose, soit un état qui se retrouve entre les données brutes, le fait d'avoir des données qui n'ont pas des significations, et c'est le moment dans lequel on commence les structurer, on commence les organiser, et petit à petit, on les met dans des séquences logiques. Et ensuite, ces séquences logiques qui se construisent deviennent la base de la connaissance. Donc, on utilise l'architecture pour faire quelque chose qui est capable de donner des structures logiques à la pensée et pour arriver définitivement à la connaissance. Et donc, les trois figures dont on s'est approprié de l'informatique, les databases, les networks et l'interface, donc la base de données, les réseaux et l'interface. Pour nous, ils représentent trois manières de traiter l'information et qui peuvent être de quelque manière symbolisées par ces trois systèmes. À la base, c'est des systèmes techniques. Nous, ça nous intéresse comme métaphore. La base de données, c'est une collection de données qui sont stockées en général, qui sont rendues accessibles par voie électronique par des systèmes numériques. Et nous ne sommes pas forcément intéressés par la définition technique, c'est intéressant de la rappeler, mais pour nous, c'est une métaphore d'un moment relatif à l'information dans lequel on collecte et on accumule les données et on commence à les organiser. Les deuxièmes figures qu'on a utilisées, les networks, les réseaux. Un réseau en informatique, c'est un groupe d'appareils qui sont interconnectés pour pouvoir partager des ressources et aussi des fichiers, des applications, des logiciels. Mais comme figure métaphorique, pour nous, ça représente l'interconnexion qu'il peut y avoir entre plusieurs systèmes, plusieurs personnes, plusieurs moments, et qui permet donc aux données de commencer à trouver des structures. Et la troisième figure, c'est l'interface. L'interface, c'est la technologie de l'information, qui est un dispositif qui connecte l'humain à la technologie et qui met ensemble deux mondes de quelque manière qui fait communiquer apparaître. Et pour nous, c'est une métaphore aussi de la possibilité de montrer à l'extérieur quelque chose qui est un contenu intérieur et quelque chose comme par exemple une façade. C'est la manière de faire communiquer deux systèmes. Et, donc, ces trois termes dont nous approprions, ils donnent la structure à toute l'exposition et ça nous a permis d'organiser ces discours trois clés de lecture. Et nous avons eu aussi une figure de référence qui revient dans l'expo à plusieurs moments et c'est Ramon Llull. Ramon Llull était un poète, un philosophe, un théologien, un missionnaire catalan du XVIe siècle. Et il a produit, entre autres, une œuvre qui s'appelle Asman et qui s'appuie sur toute une série d'images, comme ce que vous voyez ici, et des dispositifs en papier. Cette série d'images, ces diagrammes, c'est des éléments qui mettent en relation plusieurs concepts entre eux, qui peuvent tourner et à chaque fois construire des concepts différents. Nous avons été fascinés par ces objets et par ces diagrammes pour plusieurs raisons. Jules, grâce à cette invention, s'est considéré l'ancêtre de quelque manière de la logique numérique et aussi même de l'intelligence artificielle. C'est la première fois qu'on imagine de faire des processus qui sont cognitifs à l'extérieur de notre cerveau. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, on est très habitué à cette idée, mais ça n'était pas du tout le cas. Mais ce qui était intéressant pour nous, c'est que dans ces machines, il y a de la géométrie, il y a des espaces, il y a des lignes, il y a des parcours, il y a plein d'éléments qui nous font penser à des projets d'architecture, à des logiques qui sont propres de l'architecture. Donc, ça a commencé à nous faire penser à cette possibilité de lier les deux mondes. On arrive même au fait que Ramon Llull utilise souvent des escaliers, donc vraiment un élément architectural, et ces escaliers ils servent pour passer d'un concept plus général à un concept plus particulier. Donc, vraiment un système logique, mais qui est un système de quelque manière architectural. C'est comme ça qu'on peut le voir, ça a permis de développer des pensées à partir de ça. Et en continuant notre recherche, on s'est rendu compte que Juan Ferrer, l'architecte espagnol de la Renaissance qui a fait le projet de l'Escorial aussi, a écrit un livre dans lequel il
a travaillé, il s'est intéressé à Ramonjou, mais il essaye de faire passer les structures bidimensionnelles des dispositifs de Ramonjou dans les 3 dimensions du cube. Donc, c'est vraiment un architecte qui commence à s'intéresser à ces dispositifs, à faire vraiment ces passages dont on avait trouvé c'était juste une intuition. Et dans ses propres projets, par exemple dans le cas des Séville, on peut trouver après des correspondances avec cette modalité, ces géométries, ces logiques. Donc, c'est à partir un peu de ces premiers éléments numériques et avec ces recherches de Ramonjou que nous avons commencé à structurer l'exposition. Donc, vous voyez bien qu'il y a une question de spatialisation dans le discours qui c'était avant tout conceptuel et qui devient potentiellement architectural. Nous avons voulu, dans cette présentation, peut-être toucher à des différents moments de l'histoire dans lesquels ces processus de spatialisation de l'information a été alloué. Évidemment, il s'agit d'une capacité de l'architecture à fournir un cadre pour la pensée, la production des connaissances. Cette capacité est apparue à différents moments au cours de l'histoire. Et avant tout, un premier exemple crucial, c'est le cas de l'art de la mémoire, c'est-à-dire un recueil de mémotechniques, des techniques de mémorisation qui a eu origine déjà à l'époque romaine, servant à améliorer la mémorisation de l'homme en associant des informations d'un côté à des bâtiments ou à des espaces urbains réels ou imaginaires. Dans l'art de la mémoire, l'architecture donc est considérée comme un système logique avant tout, qui est capable de fournir des emplacements pour des contenus spécifiques sur les chemins de la connaissance. Il ne s'agit pas d'une exposition structurée chronologiquement l'histoire. Il y a beaucoup d'avoir beaucoup d'associations d'idées et de toucher à différents moments de l'histoire. Et là, on est plutôt entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. C'est une époque dans laquelle les progrès en matière de stockage et d'organisation des données ont profondément influencé une série de projets architecturaux dont les plans même pouvaient être conçus à la fois en tant que véritables plans d'architecture et en même temps comme des catalogues des œuvres contenues dans des bâtiments qui ont été décrits par ces plans. Il s'agissait évidemment beaucoup de bâtiments, de bibliothèques, des archives, des programmes destinés au stockage des œuvres et l'organisation spatiale des œuvres. C'est le cas évidemment aussi pour cette image qui représente la salle de lecture de la bibliothèque du British Museum à Londres, cette image de 1970, dans laquelle nous reconnaissons à la fois un plan industriel qui manque des noms, mais qui quand même correspond au plan de la salle de lecture de cette bibliothèque, qui contient aussi une organisation spatiale des œuvres. Progressivement, au cours du développement de la première société de l'information, plusieurs architectes ont développé un intérêt particulier donc, pour la question de l'organisation de l'information et aussi de la connaissance. On a vu tout à l'heure, l'information, c'est une phase, une étape, un moment de la production de la connaissance. Et la redéfinition des modalités d'organisation des musées, des bibliothèques, des archives ont favorisé d'une certaine manière ces phénomènes. Et ces changements ont eu un impact sur le travail des architectes modernes à différents niveaux, des architectes comme aussi Le Corbusier, notamment dans la structuration des bâtiments qui, alors là, sont configurés comme des véritables systèmes de connaissances. Des bâtiments qui ont vraiment l'enjeu de construire, de produire de la connaissance. D'autres, des projets pour les centres d'esthétique contemporaine de Le Corbusier, dans le cadre de l'exposition de 1937, qui étaient des projets qui ont donné les fondements pour les futurs projets du musée à croissance illimitée. On fait encore un saut dans une époque plus récente, l'époque, disons, l'aube de l'ère de l'information à réseau, qui s'est intensifiée après 20 ans après cette image, avec l'expansion massive du web, une ère qui a ouvert la voie à de nouvelles façons d'organiser l'information, la pensée et de construire une connaissance par le biais des concepts techniques qui ont été réalisés techniquement, comme d'autres, les hypertextes conçus avant tout par un
philosophe, un sociologue, un pionnier, si vous voulez, de l'Internet, Nelson. L'hypertexte, c'est quoi? Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins d'il y a 30 ans, mais c'est quand même encore la structure logique fondamentale de l'Internet. C'est un ensemble non linéaire, des documents contenant des informations de nature diverses, qui sont reliés entre eux par des connexions logiques entre des liens, permettant à l'utilisateur de construire à chaque fois un parcours individuel et autonome. Évidemment, le développement de l'hypertexte a été anticipé depuis plusieurs années par ces schémas. Ces schémas qui est assez parlant et qui, pour nous, n'est pas loin de rappeler un plan architectural, décrivant des relations entre les deux entités différentes. Encore une fois, on a, si vous voulez, conçu des instruments, des outils techniques, avant tout en les spatialisant. Dans d'autres parties de l'exposition, nous allons vraiment nous confronter aussi avec le travail de certains architectes et architectes aussi, qui sont confrontés plus directement avec des questions technologiques. Premier, l'architecte Cedric Price, architecte anglais, plus connu pour son projet jamais réalisé dans le Palace, qui, dans les generators, essaye de se confronter avec des questions de cybernétique, d'algorithmes, à mesure aussi de hasard qui est lié effectivement au fonctionnement presque autonome de certaines machines, et qui a voulu aussi exprimer, si vous voulez, ces projets par le biais des machines qui se déplacent, qui construisent cette relation spatiale avec l'outil informatique. Mais voilà, ce qui nous intéresse aussi parfois, c'est de sortir du cadre spécifiquement disciplinaire et de rechercher des connaissances de l'architecture, des outils architecturaux dans d'autres domaines. Dans ce cas-là, on a voulu inclure aussi cette image qui représente une bibliothèque, les plans d'une bibliothèque en Sensor-like, une bibliothèque des œuvres non censurées, présente sur Minecraft, le monde virtuel que j'imagine tous connaissez ou vous avez entendu parler. Et bien, vous voyez, en fait, ici, ces plans représentent une bibliothèque numérique qui contient des œuvres censurées par certains gouvernements. Eh bien, les œuvres correspondent à des pièces de ces plans qui sont contenues dans un bâtiment néoclassique. Donc, encore une fois, on a besoin de spatialiser l'information pour véhiculer des messages. Je vous laisse regarder, disons, l'expositeur qui contient cette œuvre. Pour conclure quelques mots sur la scénographie, nous avons travaillé comme commissaire scientifique et aussi comme scénographe de cette exposition, ce qui était important pour nous, parce qu'évidemment, nous parlons de spatialisation, donc ça s'est posé la question de quelle forme et quel espace attribuer et comment permettre la navigation effectivement dans ces contenus, donc une sorte de méta-contenu. C'était devenu l'exposition en soi-même. Nous avons décidé de travailler sur une exposition combinatoire, un peu, encore une fois, comme on a vu dans les images des jours. Donc, il n'y a pas une hiérarchie qui est donnée. On passe d'un expositeur à l'autre suivant les parcours qu'on souhaite. Et à chaque fois, la façon de travailler, de passer d'une à l'autre, et de construire une relation possible différente, une modalité de connaissance différente. Encore une fois, travaillant sur vraiment le jour, il revient souvent dans notre exploration. Nous sommes arrêtés sur un traité de géométrie. Et dans ce traité de géométrie, Ramanjou, à un moment, il présente une figure qu'il appelle la figure pleine. C'est donc un triangle, un cercle et un carré qui ont les mêmes centres et la même surface. Et tout d'un coup, nous avons décidé, et il utilise donc ces systèmes comme base pour construire tous ces formes, toutes ces géométries et tous ces systèmes. Et bien sûr, lui, tout ça, et la redivision de ces figures et la relation entre ces figures et a des valeurs cosmologiques. Et dans notre cas, nous
plus simplement, nous avons décidé de lui rendre hommage et en remettant en relation ces trois figures en les faisant voyager dans l'époque numérique pour parler des trois métaphores. Et les databases dans son icône, dans son symbole, si vous cherchez, il est toujours représenté par un cylindre. Et les networks, c'est les triangles, c'est déjà un network, c'est un peu trop point. Et l'interface, pour nous, les carrés, ça parlait aussi d'écran, des fenêtres. En faisant des recherches toujours dans ces livres, nous avons découvert toutes ces manières de rédiviser ces systèmes, de rédiviser ces géométries, et nous les avons réemployés pour la construction de display de l'exposition. Et ça nous a apporté en parallèle à 18 sujets différents qui sont exposés. Chaque sujet, il est dans un des expositeurs, du présentoir. Et tous sont sur une grille. Et après, il y a un système combinatoire. À chaque fois que vous arrêtez sur un présentoir rond, nous sommes dans les sujets. Chaque fois que c'est un plan triangulaire, ça fait référence à un réseau. Chaque fois, c'est une interface, bien sûr. Après, c'est trois systèmes qui communiquent à chaque fois parce que ça n'existe pas de database qui n'a pas une interface. Donc, c'est très large la définition. Il y a beaucoup de perméabilité. Une fois que ces formes géométriques qui sont extrudées dans les trois dimensions, ils font référence, encore une fois, à une question de spatialisation. Donc, ils font référence plutôt au mobilier qui a été utilisé dans le temps pour organiser l'information. Et donc, ces systèmes se reproduisent. Et pour la traversée, vous allez de quelque manière vous retrouver encore une fois, dans cette figure des rames en jour. Et au lieu d'avoir des lignes sur un feuille, c'est des parcours des personnes et des visiteurs dans l'expo. Et juste avant de terminer, j'ai aussi, et après nous serons dans la salle, donc si vous avez des questions sur les sujets qui sont à disposition. Voulez-nous aussi vous remercier Artizoom, notamment pour nous avoir invités. La figure de Cyril Veillon, c'était vraiment précieux dans tous les échanges qu'on a menés. Et je voulais remercier aussi toutes les autres personnes qui ont travaillé, et elle, et Sophie, que je remercie, et vraiment Béatrice, et vraiment un remerciement vraiment spécial, c'est pour Clémence Dubuis et Solène Hoffmann qui ont rendu possible toute l'exposition, qui ont travaillé d'une manière exceptionnelle. Ça a été vraiment une très belle expérience de travailler avec vous, même si avec la distance qu'il avait, j'ai rencontré Clémence André pour la première fois aujourd'hui. Elle est devenue réelle, elle aussi. Alors, je remercie aussi l'équipe de Texas qui était de quelque manière toujours avec nous, et Eric Tanguy en particulier. Et après, donc, aussi un très grand merci à tous les étudiants qui nous ont aidés, qui ont monté l'exposition et qui ont été avec nous, et en particulier à Simon, à Emma et à Timothée qui ont vraiment fait le travail jusqu'au dernier moment. Ça aussi. Et j'oublie sûrement beaucoup de personnes. C'était une expérience très riche quand on a aussi cette exposition. Et voilà, je pense qu'on a déjà un peu trop parlé. Je vais découvrir l'expo et je vous remercie de votre attention ce soir.